Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Plus d'1 million de déplacés, des combats qui s'accentuent, des maladies comme le choléra qui se propagent à la vitesse de l'éclair. La situation au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, inquiète. Une catastrophe humanitaire est en cours et la communauté internationale semble bien silencieuse. Nous allons essayer de comprendre dans notre émission aujourd'hui la situation, essayer de comprendre ce qui se déroule sur place, les enjeux, les forces en présence, comprendre aussi les besoins de la population. Et pour en parler, j'accueille tout d'abord Madi Thiembe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la ASBL AFED, Action des femmes pour le développement, une ASBL active à l'est de la République démocratique du Congo depuis près de 20 ans. Votre action, elle vise au départ plutôt les femmes victimes de violences sexuelles. Vous mettez en place des initiatives pour qu'elles recouvrent leur dignité. Vous scolarisez également des enfants, mais il faut dire que là, depuis un an, vos actions ont évolué puisque votre équipe sur place apporte de l'aide dans les camps de réfugiés. Vous allez nous en parler. Et à vos côtés, donc, Jean-Claude Mpoutou, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes politologue, professeur de sciences politiques à l'université de Mbandaka en République démocratique du Congo. Vous êtes également membre de la société civile congolaise. Alors, avant de vous donner la parole et avant de donner aussi la parole à l'équipe d'AFED, je vous propose de regarder une séquence qui a été réalisée par Médecins sans frontières et qui donne un peu un aperçu de la situation au Nord Kivu. Depuis une année, on assiste à ce conflit armé avec un déplacement massif de population. Nous sommes témoins des populations qui vivent dans des situations précaires où il manque le nécessaire en termes d'assainissement, l'eau, la nourriture et les latrines également. Donc en termes de conditions de vie, ça reste des conditions très précaires. Ninatokea kingi na kikinatuma mimi nakuwa hapa leo ni juu vita. Je, nilikimbiaka tukifika hapa tunateseka, tunaishi maisha ya kuteseka. Kukula ni shida, kama hawakutuona wakubwa hatuwezi pata cha kukula. Nikishahipokea kama niko na mwenzangu mwenye kuhipata kwa vile ndugu yangu, mimi namgabulia kama vile murongo moya, inaenda msaidia kule na watoto. Nos équipes sont déployées sur le terrain pour donner l'accès aux soins de santé primaires à ces populations, pour donner également l'accès à l'eau et aux latrines. Mais comme je l'ai dit, les besoins sont nombreux. On assiste toujours à une épidémie de choléra qui a été déclarée dans la ville de Goma et essentiellement dans les camps des déplacés. Il y a également l'épidémie de rougeole qui a été déclarée récemment. Nilifika hapa nilikijengaka siku moja. Sasa nilikijenga siku moja na nikakilela hamo. Lakini sasa kuvuya ni maake ni twiko inje, si vote twiko inje. Il y a une accumulation des gens ici, des déplacés ici à Goma, mais pas qu'à Goma. Donc il faut regarder également la situation sur d'autres axes, par exemple vers Lubero, où nos équipes sont déployées. Il y a également des déplacés, il y a des populations dans des zones entières qui n'ont pas accès aux médicaments, qui n'ont pas accès à l'aide humanitaire et les humanitaires n'arrivent pas jusque-là. La situation est déjà critique, il faut intensifier la réponse car le pire est à venir. On est vraiment dans une situation où il faut se mobiliser rapidement et répondre rapidement. Alors, Jean-Claude Mpoutou, on voit plus d'1 million de personnes ont été forcées de quitter leur maison au cours des 12 derniers mois pour fuir donc les combats liés à la résurgence du groupe M23. Ce groupe M23, c'est quoi exactement? Écoute, avant de parler du M23, ces images du MSF me plongent juste dans la douleur et la souffrance. Parce qu'on a beau parler des chiffres et des guerres, ça reste des mots, des concepts. Mais quand on voit que cette population, là, on se concentre sur la dernière année, mais j'ai envie de dire ça fait 30 ans que des gens dans cette région vivent ce genre de souffrances régulièrement sans
avoir un impact réel de la communauté internationale. Alors les M23, pour revenir à ces groupes qui est à l'origine de la dernière aggravation de la crise, c'est un mouvement rebelle soutenu, appuyé par les Rwandais, selon plusieurs rapports onusiens, et qui mène une guerre au Congo au nom de la protection dit-elle d'une minorité, la minorité congolaise d'origine rwandaise. Mais les faits montrent que depuis des années, avant les M23, il y a eu d'autres groupes soutenus par les Rwandais. En fait, depuis le génocide au Rwanda, c'est le Congo qui paye les prix de ces génocides via les actions du président Kagame à travers différents groupes en RDC. Et les M23 aujourd'hui, qui étaient déjà là dans les années 2010, vaincus en 2013, dont les combattants sont allés se réfugier au Rwanda et en Ouganda, se sont réorganisés, ont repris les armes il y a une année, avec les conséquences que l'on voit. Là, on voit la souffrance du peuple, mais à côté de cette souffrance, il y a des morts. Et surtout, il y a un silence coupable total de la communauté internationale qui ne condamne pas. Ce qui se passe. Bien sûr, il y a une responsabilité. Et comment vous l'expliquez, ça, effectivement, ce silence? Je vais y arriver. Pourquoi? Pour moi, je dirais qu'il y a trois choses. Mais avant toute chose, quand je dis ça, je ne dis pas que le gouvernement congolais n'est pas responsable. Le gouvernement congolais a sa responsabilité. Il est incapable de protéger sa population, de protéger son territoire. Il est gangréné par la corruption. Mais cela ne permet pas à un autre pays, en l'occurrence les Rwandais, de mener la guerre qu'il fait avec les souffrances qu'on en voit et de voir la communauté internationale se taire. Alors pourquoi la communauté internationale se tait? Trois raisons. Une raison beaucoup plus ancienne qui est presque héréditaire, c'est la culpabilité du génocide rwandais, qui continue à ronger certains acteurs de la communauté internationale. Alors face à une victime d'un tel massacre, on n'ose pas reprocher quelque chose. Ça, c'est la première raison qui est là chez plusieurs dirigeants. Les génocides à eu au Rwanda, Kagame a les droits de se défendre, d'autant plus que le président Kagame a fait des discours de victimisation sa principale arme au niveau international. Dès qu'on les critique, la réponse est « vous soutenez les génocidaires ». Et donc ça, c'est devenu l'argument principal et ça paralyse la communauté internationale. Deuxième responsabilité, à mon avis, qui va beaucoup plus loin, je pense, et qui, là, nous amène à nous interroger, c'est sur les profits de cette guerre. J'ai l'habitude de poser une question simple. Pourquoi on peut soutenir les Rwandais si les choses se limitaient au niveau des intérêts, alors que les Rwandais ne donnent rien? Les minerais qui passent par les Rwandais proviennent du Congo. Mais pourquoi? Sans doute parce que des uns et des autres ont des intérêts, parce que le président Kagame connaît les discours internationaux, parce qu'il a des amis, parce qu'il a des relations. Et donc, on le voit, des rapports onusiens disent clairement que les Rwandais appuient les M23, soutiennent les M23, elle est responsable de ce qui se passe, et on n'a aucune condamnation. On a quoi? Le président Kagame doit utiliser ses bons offices pour calmer la situation. Mais entre-temps, il y a des dizaines de morts. Entre-temps, il y a des crimes documentés, notamment dans les rapports mapping, sur les crimes commis d'abord directement par l'armée rwandaise et d'autres commis par ses supplétifs, dont les M23, les CNDP et j'en passe. Et ça, il n'y a toujours rien au niveau de la communauté internationale. Ce qui s'ajoute à la situation aujourd'hui, et c'est peut-être les derniers éléments, c'est la situation en Ukraine. Évidemment, tous les efforts sont mobilisés et les yeux sont tournés vers l'Ukraine parce que là, il y a une urgence, parce que là, au niveau géopolitique, c'est beaucoup plus important. Et ça, c'est quelque chose... on oublie le reste. On oublie les restes. Et c'est quelque chose que, si moi, je peux comprendre, parce que je suis en mesure de comprendre les enjeux au niveau mondial et de mesurer les tensions et les coûts pour les Occidentaux, pour les Nations Unies, mais les populations qu'on a vues en train de souffrir dans les reportages du M23, elle ne peut pas comprendre. Pour elle, elles subissent exactement la même chose que les populations ukrainiennes. Et en Ukraine, on apporte des armes, on apporte des nourritures, on met des couloirs pour des réfugiés. Et au Congo, on ne fait absolument rien. Alors, on peut comprendre leur tristesse et parfois leur colère contre ces nombreuses forces internationales qui sont sur place
et qui ne font rien. Ouais. Madi Thiembe, ce sentiment d'être oublié, vous le ressentez aussi auprès des équipes qui travaillent pour vous, qui travaillent avec AFEDE? Tout à fait. C'est vraiment le sentiment qui est là, qui demeure là. Et ça a été fort exacerbé lorsqu'il y a quelques mois, on a vu la population comme un seul homme se liguer en fait contre la MONUSCO, qui est la force des Nations Unies, donc les casques bleus en RDC, notamment au Nord Kivu, où il y a des contingents, mais je crois qu'il y a plus de 10 000 hommes, rien que cantonnés dans le Nord Kivu. Et donc, on est partagé entre le désespoir et la rage. La rage parce que souvent, lorsqu'on documente la plupart des massacres, on documente le parcours des populations depuis le Rutshuru jusque dans le territoire de Nyiragongo. On se rend compte que le parcours est émaillé de bases de la MONUSCO. On se rend compte qu'il y a le long des routes, lorsque la population s'ébranle, il y a aussi des convois de la MONUSCO qui se trouvent aux côtés de la population. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'il y a des jets de pierre, il y a toute une série de réactions parce que on ne comprend pas cette non-assistance à personne en danger. Alors, je le disais, AFEDE est présent depuis presque 20 ans maintenant dans cette région et suite notamment à d'autres conflits qui ont eu lieu et où vous aviez constaté beaucoup de dégâts, beaucoup de séquelles, notamment sur les femmes, des femmes qui avaient subi des violences sexuelles. Mais ça veut dire qu'il y a aussi est-ce qu'il y a un sentiment de, voilà, on fait un travail, vous travaillez avec ces femmes, vous travaillez avec les enfants et tout est à recommencer? Tout à fait, tout est à recommencer parce que les familles, en tout cas, ne fuient pas qu'une fois, mais on fuit plus de 5, 6, 7 fois. Aujourd'hui, nous, à AFEDE, on se rend compte, notamment lorsque la ville de Goma a été occupée par les mêmes rebelles dont il est question aujourd'hui, donc le M23. En 2012, ils occupent la ville de Goma. Et puis en 2013, donc, nous avons contact avec la société civile sur place, notamment la Caritas. Nous accompagnons des femmes et des enfants. Nous allons dans les camps de déplacés, les camps que vous voyez là. Il y en a certains qui perdurent depuis plusieurs années. Les femmes, lorsque nous sommes allés à leur rencontre, nous ont dit, écoutez, aidez-nous. Aidez-nous, mais pas nous, mais nos enfants. Sortez-les de les groupes armés, sortez nos enfants de cette situation et scolarisez-les. C'est comme ça que AFEDE est présente dans le Nord Kivu, à Goma précisément, à Mugunga et à Kanyaruchinya, dans ce grand camp de plus de 40 000 personnes. Et donc, nous scolarisons des enfants dans cette ville-là, dans ces conditions. Et donc, 10 ans après, les familles déplacées, pour certaines qui se trouvent à Kanyaruchinya, on se retrouve encore aujourd'hui à refaire la même chose, encore à poser les mêmes actes. C'est effarant. C'est vraiment effarant. Et donc, on ne se décourage pas, mais à un moment, on se dit quand même qu'il faudrait que, comme l'a dit M. Poutou, il faudrait que le gouvernement congolais prenne ses responsabilités, pas simplement aller signer des accords ou alors émettre des communiqués, mais vraiment agir concrètement pour les populations. Parce que, je le rappelle, pour les déplacés internes, la responsabilité, ce n'est pas la communauté internationale, le HCR, etc., mais c'est vraiment concrètement le gouvernement congolais, à travers ses actions sociales, qui doit agir pour la population et malheureusement, il fait défaut. Ce n'est pas le cas. Justement, la réponse de la République démocratique du Congo, du gouvernement congolais aujourd'hui, de cette armée qui... alors, le gouvernement dit qu'ils ont une armée de 300 000 hommes. Alors, je sais que les chiffres... voilà, tout le monde n'est pas d'accord avec ces chiffres. Mais du coup, quelle est la réaction aujourd'hui Si on a 300 000 hommes, où sont-ils? Quand on voit ces populations qui souffrent, quand on a 300 000 hommes, où sont-ils quand nos villes continuent à être occupées? Si on a 300 000 hommes, pourquoi faire venir quelques milliers de soldats est-africains, souvent, pour la plupart, complices des souffrances et des crimes en République démocratique du Congo? Comme je l'ai dit au début et comme vient de le dire Madi, le gouvernement congolais est dans une situation de honte nationale. Ça fait 30 ans que cette région n'a jamais retrouvé la paix. Ça fait 30 ans que les populations souffrent. Ça fait 30 ans qu'on nous parle de montée en force, en puissance de l'armée congolaise. Et ça fait 30 ans qu'on ne voit pas grand-chose sur les terrains. On voit la souffrance qui continue. Donc à ce niveau-là, il ne nous reste que l'espoir. L'espoir, pourquoi? Parce que je pense qu'au-delà de l'armée,
si cette partie du pays reste encore congolaise aujourd'hui, malgré différentes tentatives de balkanisation, de séparation, de division, c'est parce que la population congolaise, dans son ensemble, et en particulier dans cette région, reste unie dans l'idée d'un Congo. Et l'espoir aujourd'hui, c'est de voir cette jeunesse se relever pour dire on doit reconquérir notre territoire. Et ça, c'est une mise en garde pas uniquement envers les autorités congolaises qui ne font rien pour répondre aux demandes de la population, mais c'est aussi pour moi une mise en garde que la communauté internationale, que les pays de la région ne prennent pas en compte. Ça fait 30 ans que cette région souffre et que cette souffrance est plus ou moins contenue dans l'espace géographique de la République démocratique du Congo. Les pays voisins viennent piller, se servir, se mener leur propre guerre sur notre territoire sans conséquence, sans réaction à l'international. Mais moi, je pense que si ça reste comme ça, un jour viendra où cette guerre quittera les territoires de la République démocratique du Congo pour les territoires voisins. Et en ce moment-là, la crise deviendra majeure. Et au-delà des questions géopolitiques militaires, c'est juste pour moi une loi naturelle. La population congolaise est la plus nombreuse dans la région. Elle est une population jeune. Aujourd'hui, ces jeunes de la région, depuis 30 ans, sont nés dans la guerre, ont grandi dans la guerre et sont devenus acteurs de cette guerre. Sans aucune formation, sans aucune précaution, ils ont appris à tirer et ils tirent aujourd'hui contre leurs propres frères. Mais demain, il suffira qu'il y ait un illuminé qui dise, comme le disait à son époque le président Laurent Désiré Kabila, il faut ramener la guerre d'où elle vient. On commencera à tirer au Rwanda, on commencera à tirer au Burundi, on commencera à tirer en Ouganda, au Soudan, au Kenya. Alors ça va être une explosion générale. Et donc il est temps qu'aujourd'hui, et ça c'est fondamental qu'on le dise, les rôles du gouvernement congolais, parce que très souvent, et ce discours revient maintenant à plein conflit, de penser que puisqu'il y a une question sécuritaire, les questions de gouvernance, les questions du processus électoral ne doivent pas compter. Or, c'est l'absence de la légitimité et donc de bonnes élections, des dirigeants redevables qui occasionnent cette démission de l'État, ce désordre et cette insécurité. Donc, il est essentiel qu'aujourd'hui, qu'on essaye d'organiser l'État congolais à avoir de bonnes élections, qui soient inclusives, libres, autonomes, d'avoir des dirigeants réellement choisis par le peuple et qui auront à cœur de trouver des solutions à ces problèmes qui durent depuis 30 ans avec des dirigeants illégitimes. Ouais. Alors, Madi Diembé, Jean-Claude Mputu vient de parler plusieurs fois de la jeunesse. Et alors, je le disais tout à l'heure, à FEDE, en fait, vous êtes actif, on va dire, en temps normal, si je peux dire, notamment dans des écoles. Vous scolarisez toute une série d'enfants. Vous soutenez vraiment ces enfants. Est-ce que vous craignez aujourd'hui que ces jeunes ne soient enrôlés dans des forces rebelles, dans l'armée, et que finalement, l'école ne soit plus que secondaire pour eux, ou qu'ils doivent partir de l'école pour des raisons financières, par exemple? Mais c'est la crainte. C'est la crainte déjà qui était la nôtre il y a 10 ans, et des mamans, la crainte qui demeure encore aujourd'hui, parce que dans le groupe que nous accompagnons, nous avons commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec 50 enfants que nous scolarisions dans plusieurs quartiers de la ville de Goma. Donc à Goma même, Mugunga, Lac-Vert, pour ceux qui connaissent. Et puis ensuite, on a été amené par la force des choses à pouvoir scolariser des enfants suite à l'éruption volcanique. On se souvient, en 2021, on a pu accompagner 15 enfants. De ces enfants, donc en RDC, lorsque vous ne payez pas la scolarité d'un enfant, on le met à la porte. Et donc, en mars dernier, faisant le tour des écoles, on se rend compte, pour les enfants qui se trouvent dans le quartier de Mugunga, où justement il y a toute une série de déplacés du Massissi, où les combats ont fait rage depuis mars et même jusque maintenant en avril. Donc il y a des déplacés qui arrivent, qui ont constitué spontanément le camp de Roussayo et le camp de Boulengo. Et on se rend compte que nos enfants, pour certains, ne continuent plus l'école, il y a un absentéisme. Ils vont dans les camps de déplacés, comme on dit là-bas, pour chercher un peu quelque chose. Et évidemment, il y a à côté de cela, il y a toutes ces milices, les milices locales, Maï-Maï, et puis ensuite les milices du M23. Donc notre crainte, c'est de maintenir ces enfants à l'école, parce qu'on a vu des images atroces il y a 2 semaines, des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo
et les M23, sur le champ de bataille, il y avait des enfants. Donc nous, en tant que société civile, en tant que promoteurs de la scolarité d'enfants vulnérables, on se dit, ouf, il y a là un germe qu'on a vu il y a 10 ans, qu'on a vu il y a 20 ans, où on dénonçait, et on les appelait en fait les Kadogo, c'est-à-dire les enfants soldats. Nous, on a peur. On a peur pour demain parce que ces enfants sont nés dans la guerre, ces enfants vivent dans la guerre et demain, peut-être, ils seront aussi porteurs de cette mort que nous décrions et que nous dénoncions aujourd'hui. Alors, je vous propose qu'on retourne un peu dans ces camps de façon virtuelle avec des images qui ont été filmées par votre équipe. Donc, AFD sur place, voilà, ils ont été rencontrés, ils rencontrent tous les jours des personnes dans les camps et ils ont ramené quelques images qu'on vous propose. Nous voici, nous partons vers Kanyaruchinya. Et voilà les situations. Voilà l'état des déplacés de Kanyaruchinya tout au long des routes. Et précisons, nous sommes juste au début de l'entité de Kanyaruchinya. Voilà, ici nous sommes dans les camps, vraiment dans les camps. Naitwa Chimani Zanye Elizabeth. Unatoka wapi? Natokea Karenga, bashatukimbia hako na tupiga masasi, manyumba zilungulaka zote na wengine wakekufa. Hatuna chungu, hatuna bashe, hatuna mawese, hatuna mai, hatuna manguo. Mara kila kitu chote tunashimama hivi tuko vide. Okay. Na chakula hatuna, na njala inatuuia hapa. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bâche, il n'y a pas vraiment, il n'y a rien en termes d'assistance humanitaire. Na stricti sanitaire haiko. Mbo ilifika limoya mimi ayarudia tena. Na mtu walituambia sisi tuko naenda kwa hospitali, mimi huko na gonjwa nafika pale wanasema hakuna mada. Tumaini. Bwana wako iko wapi? Ashenda maisha. Wapi? Alors, Madi Thiembe, je sais que ces images, elles vous touchent. C'est très difficile. Et notamment ici à la fin, on voit qu'il y a un membre de votre équipe qui tient un enfant dans les bras. Et les femmes enceintes, c'est un public que vous suivez particulièrement. Tout à fait, parce qu'en décembre dernier, nous avons lancé un appel ici en Belgique pour soutenir justement ces populations. Et donc, il y a un jeune de Goma, donc Ben Kamutu, qui est venu soutenir cet appel. Et donc, suite à cela, on a pu récolter de l'argent et aider, comme on voit là, c'est dans le camp de Kanyaruchinya. C'est un camp qui accueille plus de 40 000 personnes. Et donc, chaque camp est organisé en blocs. Et donc, nous, par rapport à tout le nombre de blocs qu'il y a là, nous nous sommes focalisés sur un bloc. Un bloc, c'est à peu près plus de 2000, 3000 personnes. Et donc, nous avons distribué de l'aide. Donc, par 2 fois, nous sommes allés là. Et donc, pendant que mes équipes filmaient, et on s'est rendu compte qu'il y avait des femmes qui avaient du mal à rester debout. Et on se rend compte qu'elles étaient enceintes. Mais avec le déplacement, essentiellement dans le camp de Kanyaruchinya, ces populations viennent du Rutshuru, du territoire de Rutshuru. Et donc, on y va en janvier. En février, pour certaines, accouchent. Et on avait distribué, en plus des vivres et des non-vivres, nous avons distribué aussi des vêtements. Et donc, le bébé que vous voyez là, la femme nous dit, écoutez, c'est grâce à vous que mon enfant est vêtu aujourd'hui, parce que vous m'avez distribué un vêtement et donc j'ai pu le lui mettre sur le corps. Et ce qui frappe aussi par rapport à ces centres de santé qui sont saturés, vous arrivez aujourd'hui, vous accouchez, le lendemain on vous lâche. Et on vous lâche où? Dans ces tentes que vous voyez là. Donc, les femmes... tentes dont ils n'ont même pas, ils n'ont même pas des tentes. Ils n'ont même pas de tentes. C'est des abris de fortune, c'est des bâches. En disant même que les bâches, ça manque. Ils n'ont pas de bâches, tout à fait. Donc, les drames humanitaires est horrible, est épouvantable. Aussi bien dans ces éléments de la FED dont Madi vient de commenter, mais aussi on a vu dans les images des MSF qui disent clairement que l'avenir est pire encore si rien n'est fait maintenant.
Et ça, la Croix-Rouge, aussi bien les Nations Unies, ont lancé un appel international pour mobiliser des fonds en faveur de l'aide internationale. Et pour le moment, on est très, très loin des comptes. Et en outre, vu la persistance des combats, les équipes humanitaires, à un moment donné, ont dit interrompre les rotations. Ils sont toujours vraiment actifs. Enfin, les combats, ils reprennent de plus belle là aujourd'hui. Les combats continuent. Les combats continuent et surtout avec un élément supplémentaire depuis une décision du gouvernement congolais demandant à toutes les milices armées de devenir des supplétifs de l'armée. Donc on accorde une certaine légitimité à des criminels, à des rebelles, même si on comprend l'objectif final, c'est de défendre la patrie. Mais on a 300 000 hommes dans l'armée. On a une armée républicaine, formez-les. Plutôt que de faire appel à des gens non formés et dire maintenant vous avez la légitimité de tuer et de massacrer. Et ça accentue les drames humanitaires. Encore pas plus tard que cette semaine, hier, il y a eu un scandale. Ces jeunes autodéfenseurs qu'on a récrimés, qu'on a formés, ils sont allés se battre contre les M23. Et les forces est-africaines sont arrivées, ils ont arrêté ces jeunes, et ces jeunes sont en prison. Donc aujourd'hui, Goma est en ébullition parce que la population ne comprend pas. Donc il y a une sorte de cécité des rapports face au drame humanitaire qui se joue au niveau des intérêts politico-financiers de la région qui fait en sorte que la population se sent abandonnée. Et les grands risques, c'est que quand la population n'a plus aucun secours, ils pillent les Nations Unies, ils pillent les Est africaines, on tire, il y a des morts et finalement, il n'y a aucune sanction parce que personne n'ose rien faire. C'est ça. Mais Madi Siembe, peut-être pour terminer, du coup, on voit la solidarité internationale, elle met beaucoup de temps à s'organiser et donc on peut que faire un appel pour que cette solidarité s'organise. Une solidarité peut-être entre citoyens, vous par exemple au niveau de l'association, est-ce qu'il y a des choses, quelqu'un qui regarderait l'émission et qui aurait envie de vous soutenir? Non, c'est clair. Quelqu'un qui regarderait l'émission, on mettra de toute façon le numéro de compte parce qu'on se rend compte que... Il y aura en tout cas le numéro vers votre page, page Facebook. Effectivement, parce qu'on se rend compte que la ville de Goma est prise en étau. Le fait qu'elle soit prise en étau, parce que ce soit le Rutshuru, le Masisi, c'est vraiment les greniers de cette province. Donc la plupart des vivres arrivaient de ces régions-là qui sont aujourd'hui occupées par ces rebelles. Donc conséquence, dans la ville de Goma, il y a les prix, il y a une flambée de prix, rareté et cherté de la vie. Et donc... pouvoir apporter de l'aide, ça devient un défi. Et donc, raison pour laquelle nous récoltons de l'argent, on a récolté des vivres, et comme vous avez vu dans le reportage, avoir des bâches, c'est vraiment la première des priorités que nous souhaitions offrir à ces populations, pouvoir se protéger, que ce soit les femmes, les enfants, ils mettent des vêtements sur ces espèces de tentes en chaume, et la pluie passe à travers. Il pleut beaucoup en ce moment, et donc ils ont la tête dans l'eau et les pieds dans la boue. Et donc que ce soit les bottes, que ce soit les bâches, on a un besoin crucial, et donc si des gens peuvent nous aider, vraiment, ce serait la bienvenue. Mais on les renvoie vers votre page Facebook, donc AFEDE, ou votre page Instagram AFEDE, AFEDE. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir sensibilisés à cette question. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle journée à tous. Merci.